Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire donc une vidéo tuto sur comment démarrer le NGX en Cold and Dark. Donc, ça sera un vol entre Stansted et Dublin. On est actuellement à la porte 63 left. Ce sera un décollage piste 22, départ vers l'ouest. On monterait au niveau 380. Le temps de vol, c'est approximativement 55 minutes. Et on s'attend à faire une approche ILS sur la piste 28 à Dublin. Alors juste avant de commencer la vidéo, j'aimerais donc parler de deux, trois petites choses. D'abord, c'est de faire la liste des add-ons que j'utilise en anticipation à de potentielles questions que je pourrais recevoir. Donc, pour le simu, j'utilise P3D V3.1, donc qui est brut. J'ai pas d'add-on style ENB Series, SuiteFX, etc. C'est juste P3D. Pour la météo, j'ai Active Sky Next. L'avion, c'est évidemment le 737 NGX de PMDG. Dans ce cas-là, c'est le modèle 800. Pour ce qui est planification des vols, donc plan de vol, gestion carburant, payload, etc., j'ai PFPX. Pour les performances, j'ai Top 4. Le personnel au sol, pardon, j'ai GSX. Et en ce qui concerne les scènes, j'ai Stansted de UK 2000 et Dublin d'Aerosoft. Voilà. Deuxième chose, donc j'aimerais juste faire une rapide présentation. Je m'appelle Sam, je suis pilote de ligne dans la vie réelle, dans une compagnie qui exploite des 737. Et je fais donc ce genre de vidéo tout simplement parce que c'est un de mes meilleurs amis qui m'a conseillé de le faire, qui m'a donné l'idée. Il m'a juste simplement demandé pourquoi est-ce que je ne ferais pas profiter de mon expérience en aviation réelle à la communauté de simulation. Et parce que justement, comme je suis toujours sur P3D et Ivao, ce serait quand même une chance, j'imagine. Euh, Parce que c'est quand même quelque chose qu'on voit pas forcément, en tout cas c'est pas forcément très présent sur internet, et d'autant moins en français. C'est quand même quelque chose que j'ai quand même plus vu en anglais. Enfin bon, voilà, je vais me baser beaucoup sur les retours que je vais avoir. Donc si je vois qu'il y a beaucoup de retours positifs, que les gens demandent plus, qui me posent des questions et que ça leur plaît, pourquoi pas continuer. Donc là, je vais me limiter donc au démarrage moteur, enfin, donc Cold and Dark, démarrage moteur, et m'arrêter là pour la première vidéo. Et voilà, si je vois que ça plaît, pourquoi pas ne pas continuer, faire un décollage, une montée, expliquer comment je prépare une descente, montrer une approche ILS, euh, l'arrivée, donner des conseils, pourquoi pas pour l'atterrissage, et ensuite, ben voilà, il y a pas mal de contenu à proposer, j'imagine, comme approche VOR, approche NDB, des approches AirNav, comment ça fonctionne, comment on planifie, enfin, pardon, comment on rentre un hall dans le FMC, quels sont les types d'entrée, etc. Enfin, c'est très vaste. Donc voilà. La vidéo va durer environ, je dirais, entre 40 et 50 minutes, ce qui est quand même long. Donc, je te conseille d'ores et déjà de bien t'installer confortablement. N'hésite pas à faire pause, va te chercher un truc à bouffer, installe-toi bien. Et si tu es prêt, eh ben on est parti. Donc, première chose que je fais quand j'arrive à l'avion pour, pour le premier vol de la journée, c'est de mettre tout simplement la batterie. Ensuite, je vais vérifier que mes pompes électriques hydrauliques soient bien sûr off, que mon levier de train d'atterrissage en position down, avec 6 lumières vertes, donc 3 au-dessus du levier, et 3 sur ce qu'on appelle l'aft overhead panel, qui est ce panel ici. Ensuite, il est temps de mettre le ground power, donc FS action, ground connection, ground power, pitot cover sur removed, et j'en profite aussi pour mettre le carburant. Donc pour ce vol entre Stansted et Dublin, on a besoin de 5100. Pour le payload, PFPX me donne 174 passagers avec un cargo de 2262. Donc ça ferait 1131 à l'avant et à l'arrière. Voilà, je me fais pas trop chier en répartissant les masses avant-arrière, et puis c'est très bien, quoi. Je m'en prends pas la tête. Je ferme les portes. Parce que voilà, j'utilise GSX surtout pour le pushback. En général, je ne m'embête pas trop avec le boarding, etc. Enfin, voilà. C'est, chacun fait comme il veut, c'est une préférence personnelle. Je préfère dédier plus de temps aux explications. Donc voilà, je peux donc connecter le ground power. Je vérifie immédiatement que mes feux de nav soient sur steady, parce que la règle avec le courant alternatif à bord d'un avion, donc courant alternatif étant fourni par APU moteur et le GPU, la règle c'est que dès lors qu'on a du courant alternatif à bord,
les feux de nav doivent être allumés. Ensuite, je peux donc passer à mes tests feu moteur et APU. Donc pour ce faire, c'est très simple. On a deux switches overheat det. Il faut juste s'assurer qu'ils soient sur la position normale pour pouvoir tester les deux boucles de détection. Ensuite, je passe le switch test sur fault inop. Je vérifie que j'ai ma lumière fault et la lumière APU det inop qui s'allument. Et je vais voir sur le glare shield que mes deux master caution soient allumés avec overheat det du côté commandant. Je repasse le switch au neutre, puis je le passe sur overheat fire. Donc j'ai la firebell qui retentit immédiatement. Je peux l'annuler en appuyant sur le firewarn. Donc j'avais les deux firewarn allumés, les deux master caution allumés, overheat det côté commandant. Engine 1 overheat, engine 2 overheat, wheel well et les trois leviers 1, APU et 2 qui s'illuminent en rouge. Quand c'est fait, je repasse le switch au neutre et ensuite je teste donc mes bouteilles d'extincteur. Alors il y a 3 bouteilles en tout, il y en a une qui est dédiée à l'APU et ensuite il y en a 2 dédiées aux deux moteurs, c'est-à-dire que soit je peux utiliser une bouteille par moteur ou alors 2 bouteilles pour le même moteur. Donc comme pour le premier test, je passe le switch une fois à gauche et une fois à droite et je dois avoir mes 3 lumières vertes qui s'allument. Ensuite je passe au-dessus, j'appuie sur le bouton 10, c'est tout simplement pour vérifier qu'on a le ding-dong qui sonne en cabine quand on appelle le personnel de cabine au poste. Ensuite, Emergency Exit Light sur Armed. Je repasse en dessous. Je vérifie que mon flap lover soit sur Up et que l'indication m'indique bien que mes flaps, que mes volets soient sur Up. Ensuite, je vais tester ce qu'on appelle le Takeoff Configuration Warning. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une alarme qui va retentir dès lors qu'on avance les manettes de gaz vers la position décollage. C'est ça. Donc c'est une alarme qui sert simplement à nous dire que l'avion n'est pas configuré correctement pour le décollage. Donc il y a certains paramètres qui sont monitorés, notamment le stab trim, donc qui n'est pas dans la bande verte prévue donc, pour le décollage, donc cette bande verte là. Ensuite, il y a comme autre paramètre monitoré les volets de bord d'attaque qui ne sont pas sortis, les volets de bord de fuite qui ne sont pas sortis donc en position take-off. Donc position take-off étant entre flaps 1 et flaps 25. Le speed brake slower qui n'est pas sur la position down detent, donc s'il est un petit peu sorti et que j'avance les manettes, donc je vais entendre cette alarme. Ou si ce levier est bien sur la position down detent et que les spoilers ne sont pas tout à fait rentrés. Donc si on a un qui est un peu sorti par exemple, je reste alarme aussi. Et enfin, le fait que le parking brake soit seté et que j'avance les manettes vers le décollage. Donc c'est pas vraiment compatible. Donc voilà, ensuite on peut tester le Cargo Fire System. Donc c'est le petit panel qui est ici. Alors, qu'est-ce que c'est que ce système? C'est simplement donc c'est un système qui comprend ce qu'on appelle des nozzles avec donc c'est là par là que sort le produit pour éteindre le feu. Et c'est un ensemble aussi de détecteurs à fumée. Donc il y en a 4 à l'avant, 6 à l'arrière. Et il y a 2 nozzles à l'avant, 3 à l'arrière, si tu veux vraiment partir dans le détail. Donc pour le tester, tout simple, tu maintiens le bouton test, tu as le Firebell encore une fois, que tu éteins avec le levier bell cutout qui se trouve sous le levier APU. Et ensuite tu vérifies donc tes indications. Il y avait les 2 Firewarn, évidemment. Puis les 2 lumières vertes pour les extincteurs, forward, aft et discharge. Ensuite là, en réel, on testerait un certain nombre de trucs, comme par exemple le PA system, on vérifierait que les gear pins ne soient pas là, mais bon, c'est pas modélisé, ou alors si c'est modélisé, tu peux pas l'utiliser, donc je te conseille de passer directement sur l'aft overhead panel, pour garder les choses simples. Et ensuite tu vas faire le flow de droite à gauche, donc tu commences au flight recorder, tu ouvres le cache, tu passes le switch sur test, et tu vérifies que la lumière off s'éteint. Ensuite tu refermes le cache, et la lumière off se rallume. Et comme tu as une lumière ambre qui va s'allumer et qui se trouve hors du champ de vision des pilotes, tu as inévitablement un master caution que tu peux annuler. Ensuite, on va tester donc nos alarmes Maker Speed Warning et Stall Warning. Alors, un point important à noter, c'est que quand tu es suffisamment rapide et que tu arrives à ce moment-là, si tu étais sous courant alternatif moins de 4 minutes,
tu n'auras pas d'indication quand tu vas faire le stall warning test. Pourquoi? Parce que il faut être sous courant alternatif plus de 4 minutes. Si tu veux vraiment partir dans le détail, c'est parce que tu as deux stall management yaw damper computers qui font un self-test dès lors que tu es sous courant alternatif. Et tant que le self-test n'est pas terminé, tu ne peux pas tester le stall warning. Et le self-test dure, comme tu as pu deviner, 4 minutes. Donc, Macar Speed Warning test numéro 1, numéro 2, et le stall warning test numéro 1 et le numéro 2. Ensuite, on passe à gauche, reverser lights, engine control lights éteintes. Ici, les caches fermées avec l'indication on. Passenger oxygène, donc le cache refermé et la lumière éteinte. Important, parce que si tu as cette lumière allumée, c'est que tu as tous les masques oxygène passagers qui sont sortis en cabine, ce qui n'est pas top. Ensuite, crew oxygène, tu vérifies simplement que pour le premier vol de la journée, tu as une pression supérieure à 1100 PSI. Et pour les vols qui suivent 1000 PSI, la pression maximum étant 1850 PSI. Encore à gauche, tu vérifies que ta lumière GPS et PSEU soient éteintes. Tu passes tes IRS sur nav, tu vérifies que tu as 2 lumières on DC suivies de 2 lumières align, comme ceci. Et si tu veux vérifier le temps que mettent les IRS pour s'aligner, tu passes simplement ce sélecteur-là sur Heading Status, comme ça. Donc dans mon cas, en 8 minutes, les IRS seront alignés. Leading Edge Devices, tu peux simplement appuyer sur le bouton test et puis tu vois que toutes les lumières s'allument. Donc rien de compliqué. Ensuite pareil, en réel il y aurait 2-3 trucs à vérifier. Je te l'épargne. Donc tu viens juste simplement ici, tu fais un light test, tu passes ce switch là vers le haut, tu testes. Et donc tu vérifies bien que toutes les lumières du cockpit s'allument. Alors bon, un petit truc good to know. Il y a 19 lumières qui ne sont pas allumées, notamment tu vois les 6 qui sont ici. Donc il faudrait les tester individuellement, donc les 19. Et voilà, je vais t'épargner ce genre de truc parce que bon, c'est pas forcément important. Et comme la vidéo va durer un certain temps, je préfère le réserver pour une potentielle future vidéo. Ensuite, oxygène test. Donc moi dans l'avion, donc en vrai, j'ai pas vraiment ce panel là. Enfin bon, je vais essayer d'adapter le test quand même. Tu as un test long et un test court. Dans la compagnie dans laquelle je vole, on fait uniquement le court. Donc pour ce faire, tu t'appuies simplement sur ce bouton, Press to Test, et tu vérifies que le flux d'oxygène te fait illuminer une croix jaune ici. Voilà. Et ensuite tu passes le régulateur sur 100% et tu maintiens ce même bouton 5 secondes et tu as vérifié sur le panel crew oxygène que tu n'aies pas de fluctuation de pression. Donc 100%, 5 secondes, pas de fluctuation de pression. Voilà. Ensuite, tu peux passer sur tes EFIS Control Panel. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est ces petits panels qui sont de chaque côté donc, du MCP, qu'on appelle dans le jargon pilote automatique. Donc, qu'est-ce que tu fais ici? Tu peux d'abord commencer par régler Time FRA, qui est ici de 1350. Alors, qu'est-ce que c'est la MFRA? La MFRA, ça veut dire Minimum Flap Retraction Altitude, donc altitude minimale de rentrée des volets. Donc, dans le cas, par exemple, d'une engine failure, donc d'une panne moteur, je suis désolé, hein, j'ai les mots anglais qui me viennent en tête, donc je fais vraiment de mon mieux pour traduire à chaque fois. Dans le cas d'une panne moteur, si donc tu as une panne moteur au décollage et tu dois continuer, donc vraiment décoller, il te faut une altitude à laquelle tu vas commencer donc à baisser le nez, accélérer et rentrer tes volets. Et cette altitude-là, donc, ça s'appelle la MFRA. Typiquement, c'est 1000 pieds au-dessus de l'élévation de l'aéroport. Donc, à Stansted, l'élévation, c'est 348, donc tu arrondis à la dizaine du dessus, et tu ajoutes 1000 pieds, ça fait 1350. Ça veut dire qu'à 1000 pieds, tu commences à accélérer et tu rentres tes volets. Simplement. Donc, je dis que c'est typiquement 1000 pieds parce que ça peut varier en fonction de plusieurs paramètres, comme la poussée que tu sélectionnes au décollage, le terrain, le poids de l'avion, etc., etc. Mais voilà, pour garder ça simple pour de la simu, tu peux simplement prendre 1000 pieds, pardon, et ça va très bien. QNH, donc j'avais pris la TIS auparavant, Actis Skynex me dit 1015, je mets FPV, ça c'est une préférence personnelle. VOR 1 et VOR 2, ça j'y reviendrai un peu plus en détail quand je vais citer les naves radio. Tu peux appuyer sur trafic, terrain et airport. Ensuite je vais vérifier donc mes instruments, donc je vois sur mon horloge que je suis en UTC 1152.
j'ai la même chose de l'autre côté. QNH 1015, on lit 350 sur l'altimètre, la MFRA 1350, le FMA, donc c'est cette partie-là, les trois carrés gris, qui est blanc, puisqu'on n'a rien sélecté au MCP. FPV, attitude, map, TCAS fail, c'est normal parce que les IRS sont pas alignés. Le landing altitude, c'est parce que j'ai encore rien rentré dans le FMC. Et no V-speed, parce que j'ai pas encore fait les performances. Donc tout va bien. Ensuite, je vais régler mes radiocom. Donc, je veux parler sur la VHF1 et écouter sur la VHF1. Et je vais aussi écouter sur le flight interphone, parce que c'est cet interphone qu'on utilise pour parler au personnel au sol quand on fait le pushback, et aussi pour écouter ce que dit l'autre pilote. Pardon, c'est... Non, oui, c'est ça. Non, je suis désolé. Oui, avec le flight interphone, on peut parler avec le personnel au sol, et c'est aussi avec ça qu'on écoute ce que nous dit l'autre pilote. Voilà. Je pensais que j'avais dit une connerie, mais c'était correct. Ensuite, je vais régler en VHF2 121.5, puisque c'est la fréquence d'urgence qu'on me demande d'écouter dès qu'on est clairé à notre niveau de croisière. Et voilà, j'ai aussi pris l'habitude, quand je vole hors IVAO, IVAO sans contrôle, je mets 122.8 directement ici, ou alors voilà, tu mets ce qu'il y a de disponible, hein, Tower, Ground Delivery, ce que tu veux. Donc voilà, quand c'est fait, tu peux commencer donc la configuration du FMC. Donc tu vas dans FMC, tu n'as absolument pas vu ce message-là. Tu vas dans modèle, donc tu lis 737-800 winglet, ce qui est donc c'est correct. Engine rating 26K. Navdata ERAC 1601, c'est absolument un jour, ne dis pas le contraire. Et ensuite tu vas dans position initiale. Position initiale, donc tu vois que tu as des pointillés et des carrés. Donc une chose à savoir avec le CDU de Boeing, c'est que dès que tu as des carrés, c'est un champ obligatoire à remplir, et quand tu as des tirets ou des pointillés, c'est un champ optionnel. Donc pour remplir ce champ-là, je vais simplement cliquer sur Next Page, prendre GPS Left. Si GPS Left n'est pas disponible, tu peux prendre donc le GPS droit. Tu vas sur Previous Page et tu mets simplement ces coordonnées-là dans les carrés. Ensuite, tu cliques sur Route. Donc, tu as origine, destination avec le numéro de vol et la piste qui va s'afficher. Donc, l'origine, c'est Echo Golf Sierra Sierra, Stansted. Destination, Echo India Delta Whiskey pour Dublin. Numéro de vol, on peut mettre 262. Pardon, je vais mettre Ryanair 262 Hotel, vu que je fais le vol en Ryanair. Piste 22. Départ, donc tu vas sur départ arrivé, ensuite Echo Golf Sierra Sierra DEP. Tu recliques sur 22 pour trier les seeds et on va faire un départ Busa 7 Romeo. Donc encore une fois, si tu veux savoir quel départ tu vas faire, etc., donc tu as PFPX qui peut te donner tout ça. Tu reviens sur la page route, tu fais Next Page et tu rentres donc le reste de la route. Donc après Busad, j'ai l'Airway Tango 420 jusqu'à Wellin ou Wellin comme tu veux. Donc à gauche tu as les airways et à droite tu as les intersections. Ensuite c'est Uniform Tango 420 jusqu'à Trent ou TNT. Ensuite tu as Uniform Lima. Qu'est-ce que PX m'a donné? Je me semble que c'est voilà, Uniform Lima 28 jusqu'à Pénil. Uniform Lima 70 jusqu'à Ramox. Et ensuite Lima 70 jusqu'à Bagzo. Voilà, et ensuite tu peux rentrer l'approche et l'arrivée que tu t'attends à recevoir donc à Dublin. Donc pour mon cas, je m'attends à avoir une ILS 28 et Bagzo One X-Ray. J'active et j'exécute. Donc tu peux vérifier donc sur ton ND que tu as bien tout qui est rentré. Donc tu peux faire un check vite fait, hein, voir que tu n'as pas de discontinuité. Voilà, donc tout est correct. Alors ici tu vois que on va quand même tourner relativement rapidement. Donc passant les 850 pieds, on va commencer à tourner. Et pour assurer donc que le pilote automatique va bien traquer le virage et pas overshooter, je vais lui rentrer une restriction de vitesse de 220 nœuds ou en dessous, donc 220 B pour below. Et je vais le mettre donc la restriction en fin de virage, donc à 171 hôtels ou 171 échos, ça n'a pas vraiment d'importance, comme ceci. Ensuite,
je vais donc sur ma page Perfinite, je vais rentrer mes données de poids, de niveau de croisière, etc. Donc je peux double-cliquer sur le ZFW, c'est magie de la simulation. Ensuite dans réserve, je vais mettre 2 tonnes. Donc ce chiffre-là, c'est donc la réserve finale plus la réserve de dégagement. Donc réserve de dégagement étant le carburant qui permet de voler depuis l'aéroport de destination jusqu'à l'aéroport de dégagement. Et la réserve finale, c'est 30 minutes de vol. Cost index 6, niveau de vol, on a dit 380. Pour ce qui est du vent, PFPX me dit 272,45 nœuds. Et pour l'ISADEV, toujours PFPX qui me donne moins 3. Transition altitude 6000. J'exécute. Et ensuite, donc je ne vais pas rentrer tout de suite N1 limit et je vais pas tout de suite les compléter ces 2 pages-là, N1 limit et takeoff ref. Tout simplement parce que j'essaye de garder une séquence qui correspond au maximum à la réalité. Il faut savoir qu'en réalité, on va mettre la valeur estimée de zero fuel weight à ce moment-là de la préparation du cockpit. Et une fois que la load sheet arrive avec le dispatcher, donc ça arrive un peu plus tard, là on a les valeurs finales et ensuite on peut compléter donc la page N1 limit et la page takeoff ref. Donc pour le moment, je vais laisser ça comme ça. Je vais simplement terminer en allant dans la page fixe, rentrer Stansted avec /25. Donc ça me crée un cercle de 25 nautiques autour de l'aéroport, ce qui correspond à la MSA. Donc par exemple, dans mon secteur, si je décolle de la piste 22 et que j'ai une panne moteur juste après le décollage, je vois que ma MSA c'est 2100 pieds. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà c'est la plus haute. Donc ça veut dire que si je suis au-dessus de 2100 pieds, je suis protégé des obstacles dans un rayon de 25 nautiques centré autour de l'aéroport. Donc je me sers juste donc, de la page fixe pour avoir une aide visuelle, enfin, une indication donc, visuelle de la MSA. Voilà, donc ça conclut la préparation initiale du FMC. Je vais ensuite sur l'overhead. Donc le flow pour l'overhead est assez facile, hein. On va de gauche à droite, de haut en bas, colonne par colonne. Donc je commence au flight control panel. Je regarde que j'ai pas d'indications qui ne sont pas supposées être là. Your damper sur on. Tous ces switches là, donc tous sur normal auto. Engine valves par valve sont bien fermés. Ensuite je vais tester la crossfeed. Donc c'est très simple. J'ouvre la crossfeed, je vérifie que j'ai une lumière qu'on appelle bright blue. Je ne connais pas vraiment le mot français. Ensuite dim blue. Et ensuite je referme la valve. Donc là cette fois-ci je dois avoir bright blue et ensuite la lumière qui s'éteint. J'active mes pompes à carburant dans les réservoirs contenant du carburant, à savoir les ailes. Ensuite, seatbelt sign sur on. Window heat sur on. Probit sur off, anti-ice off. L'hydraulique sur on. Et donc, dans l'hydraulique, on peut regarder sur le lower DU. Donc ça, c'est l'upper DU, ça, c'est le lower DU. On peut regarder sur le lower DU. Donc les pressions affichées, donc on voit qu'on a 2860 de chaque côté, ce qui est parfait, et les quantités au-dessus de 76%. Donc ici les limitations pour l'hydraulique, c'est assez facile. 76% de quantité minimum, sinon on a un voyant RF qui s'affiche. Il faut aussi 760 kg minimum de carburant dans les réservoirs, sinon on ne peut pas opérer les pompes électriques hydrauliques parce qu'elles surchauffent. Donc on sert vraiment du carburant pour les refroidir. Donc 76 et 76, hein, donc 76, 760. Et pour ce qui est des pressions, la pression minimum c'est 2800 PSI et la pression maximum 3500. Voilà. Ensuite, sur les indicateurs de pressurisation, donc étant donné qu'on est au sol, qu'on ne bouge pas et qu'on ne pressurise pas, on a effectivement une pression différentielle de 0, une cabine altitude de 0, un rate of climb de 0. Ensuite ici, donc on vérifie qu'on a le trimmer qui soit bien sur on, pas de lumière qui n'est pas supposée être là, ram door full open c'est normal, recirc fan sur auto, pack sur auto, isolation valve sur open, APU bleed sur off.
les deux engine bleeds sur on. Je mets dans le panneau de pressurisation le niveau de croisière, l'altitude de l'aéroport de destination, soit 250. Pressurization mode selector sur auto. Ensuite pour les lumières, on laisse juste celle-là sur steady. Ignition sur le droit. Alors pour l'ignition, bon, je vais pas trop vous embêter avec ça, c'est préférence compagnie. Dès lors qu'on se situe sur une base de la compagnie qui a donc de la maintenance, on met l'ignition sur le droit. Ensuite sur le MCP, j'active donc les FD. Donc je mets le FD de mon côté en premier, étant donné que c'est moi qui vole, donc j'ai le master de mon côté. C'était la lumière verte EMA ici. Ensuite, pour l'altitude, donc je monte à 4000 pieds, donc c'est l'altitude que je trouve sur les cartes. Alors en réalité, je mettrais, donc ou sur Ivao, je mettrais d'abord 4100, étant donné que j'ai toujours pas de clairance. C'est simplement un rappel pour me dire que je ne sais toujours pas à quelle altitude je suis clairé, donc que je n'ai pas la clairance. Voilà, comme je vole hors Ivao, je peux mettre 4000 pieds tout de suite. On école piste 22, donc je mets le QFU de la piste 22 sur le heading, 224. Et ensuite, donc V2, je ne rentre rien parce que j'ai pas encore fait les performances. Et pour ce qui concerne les courses, ce qu'on met dans les courses va dépendre de ce qu'on met dans les radionaves. Donc, si je lis rapidement le départ, donc en admettant qu'on fasse le départ sans LNAV, sans VNAV, mais vraiment de manière conventionnelle. Donc, la montée initiale pour la piste 22, je monte au cap 224. À 3.1 DME de l'ILS, je fais un virage à droite et je dois intercepter la radiale 171 en rapprochement de Barkway. Je dois être établi avant 8 DME de Barkway et à 2 DME, je fais un virage à gauche et j'intercepte la radiale 264, toujours de Barkway en éloignement, jusqu'à Busan. Donc, moi, c'est surtout la partie initiale qui m'intéresse. Donc, ça nous dit à 3.1 DME de l'ILS, je dois tourner à droite pour intercepter la radiale 171 de Barkway. Donc, ça veut dire qu'il me faut une indication de DME de l'ILS et aussi une indication de radiale de Barkway. Donc comme c'est simplement un DME dont j'ai besoin, je vais mettre à gauche, côté commandant, l'ILS, donc 110-50 ici. Et donc le QFU donc, qui correspond, donc c'est le QFU de la piste qui correspond donc à l'ILS, donc je vais mettre 224. Et ensuite de mon côté, je vais mettre la radiale 171 de rapprochement, donc c'est l'inverse de 171, donc 351, avec la fréquence de Barkway. Donc à savoir 116-25. Et donc en stand-by, je peux mettre l'ILS ici, et en stand-by de l'autre côté, Barkway. Comme ça, c'est parfait. Donc voilà comment on fait. Maintenant, c'est pas une science exacte. Ça, c'est ma manière de faire ce départ. Maintenant, il y a certainement d'autres pilotes qui vont avoir une vision différente de la chose et qui vont par exemple mettre 264 au lieu de 224 ici. Parce que comme ça, on a une indication de radiale si on veut perdre notre capacité AirNav pendant le départ et au moment de traquer à 264 de Barkway. Donc bon, voilà. Pour moi, si on met l'ILS en A20, il faut une fréquence qui correspond, une course qui correspond à cette fréquence. Et donc pour l'ILS, pour moi, la course qui a le plus de sens, c'est 224. Donc voilà, il y a différentes manières de faire. Les deux sont justes. Il y en a peut-être encore même d'autres. Donc voilà, ça dépend. Voilà, c'est préférence du pilote. Ensuite, donc je règle mes Stand-by Instruments. Donc j'affiche simplement le QNH. Je suis en VOR 1 et en VOR 2. N17 Speed Ray Photo, c'est parfait. Fuel Flow Reset, ça c'est pour le bilan carburant en croisière. Auto-break sur RTO, j'ai la lumière auto-break qui s'allume, ce qui veut dire que le système auto-break fait un self-test. Et quand le self-test est concluant, la lumière s'éteint. Ensuite, donc sur mes écrans, upper et lower DU, donc je vérifie 2-3 petites choses. La première étant donc que je n'ai pas d'indication qui n'est pas supposé être là, donc low oil pressure c'est normal. Je n'ai pas de N1, ce qui est normal aussi. EGT, fuel flow, oil pressure, oil temperature, j'ai pas d'indication. Pas d'indication N2. Oil temperature c'est pareil. Quantité d'huile, le minimum c'est 12. J'ai 19 et 17 donc c'est parfait. Et vibration 0, donc tout va bien. Ensuite, je vérifie que mon speed brake slower soit sur down detent, flaps up, no light.
je peux retester le take-off config, donc comme ceci. Je peux mettre les parking brakes. Start lever sur cutoff, step trim cutout switches sur normal. Ici, donc je peux simplement mettre weather plus turbulence, donc ça c'est pour le radar météo, enfin, c'est pas vraiment d'importance, c'est un peu comme vous voulez. Mes radiocom sont CT, les radios nav sont CT, audio control panel c'est CT, transpondeur 2000 et ces deux switches là sur 2 puisque c'est le copie qui vole, donc moi. Et donc si c'est le commandant qui vole, on mettrait ces deux switches là sur le 1. Ensuite, on va tester aileron trim et rudder trim, donc rudder gouverne de direction. Donc je vais pas le faire sur P3D parce que c'est un peu le bordel après à recentrer, mais voilà, le test est tout simple, on bascule ces deux switches là une fois à gauche, une fois à droite, on vérifie que le yoke tourne à gauche et à droite, on vérifie avec l'échelle qui est présente là, et on fait exactement la même chose avec le rudder, l'échelle étant là avec la petite flèche ici. Stat trim override switch bien sûr, donc le cache est bien refermé, et ça serait donc le moment parfait pour demander la clearance. Suite à la clearance, on ferait donc un briefing. Donc on commencerait le briefing par parler des potentielles menaces qu'on pourrait avoir donc, sur l'aéroport sur lequel on se situe. Donc par exemple ici, étant donné que les altitudes auxquelles on est éclairé sont basses, on a un potentiel risque de ce qu'on appelle level bust, qui est le fait de passer l'altitude à laquelle on est éclairé ou de faire un palier en dessous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Comme il y a beaucoup de trafic, faut faire attention aux collisions au sol, que ce soit avec d'autres avions ou avec les véhicules terrestres. Et bon, tout un tas d'autres donc de menaces, mais bon, c'est beaucoup concerne la vie réelle, donc je ne vais pas trop vous embêter avec ça. Ensuite, on ferait ce qu'on appelle un route check, donc on vérifierait que la route rentrée dans le FMC soit correcte. Donc on part bien de Echo Golf Sierra Sierra, on va bien à Echo India Delta Whiskey, flight number Romeo Yankee Romeo 262 Hotel, route Buzzard, Tango 420 jusqu'à Welling, uniforme Tango 420 jusqu'à Trent, uniforme Lima 28 Pénible, uniforme Lima 70 Ramox, Lima 70 Bagzo. Distance, donc on cross-check la distance qui est affichée dans le FMC et celle qui est sur l'OFP, donc on a 307. En fait, il faut vérifier que ces deux distances n'aient pas un écart de plus de 50 nautiques. Donc c'est ce que j'ai. Ensuite, je vérifie que mon fuel soit donc suffisant à destination, donc 2.8, c'est-à-dire 800 kg au-dessus donc de ma réserve de dégagement plus ma réserve finale, ce qui était 2 tonnes. Hein. Donc 800 kg, ça correspond à peu près à 20 minutes de vol. Voilà, voilà. Ensuite, on fait un cross-check des instruments. Donc j'ai le temps UTC 1210, QNH 1015, Only 350 sur l'altimètre, MFRA 1350. FD on, le master de mon côté, et mes standby instruments qui sont tous CT. Pour le briefing, c'est mon décollage, piste 22, flap 5, procédure de départ anti-bruit NADP 2, et on n'a pas d'emergency turn procédure, donc pas de virage en cas de panne moteur. Hein. On monte simplement tout droit jusqu'à LAMSA, qui est dans notre cas donc de 2100 pieds, donc on monterait à 3000 pieds. Ensuite, pour le taxi, on est donc à la porte 63 gauche, donc 63 left. Donc si j'en prends ma carte, on ferait donc un pushback faisant face au nord-ouest, et ensuite pour la piste donc 22, ça serait virage à gauche à Juliet, ensuite un virage à droite à Charlie, et on prendrait soit Sierra One soit Romeo One. Donc fais attention parce que c'est un hotspot. Il y a un risque de confusion. Donc si on a Sierra One, ça serait la première à droite et Romeo One la deuxième à droite. Pour le départ, donc on a un départ pour la piste 22, c'est Buzzard 7 Romeo. L'altitude de transition, on a 6000. Donc comme après décollage, on est en général comment dirais-je, on nous demande de contacter Stansted Director et de manière occasionnelle dans notre contrôle. Altitude restriction, pas de virage en dessous de 850 pieds, donc c'est bien ce qu'on a ici.
On a la restriction imposée par la compagnie donc pour le virage initial de 220 below. On a un warning, à cause de l'interaction avec d'autres routes, il ne faut pas monter au-dessus de 4000 pieds pour Bussard 7 Romeo, donc on a effectivement 4000 pieds ici, et à Bussard aussi. La MSA, on a dit que la plus élevée c'était au sud-ouest de l'aéroport, 2100 pieds, donc en cas de panne moteur, je le répète, on monte à 3000 pieds. Montée initiale, donc pour la 22, on monte au 224, qui est ici, et à 3.1 de l'ILS, donc l'ILS étant CT du côté commandant. On fait un virage à droite et on intercepte la radiale 171, donc ce serait la course 351 jusqu'à Barquay. 351 et Barquay, c'était de mon côté. On doit être établi par avant 8 DME de Barquay, et à 2 DME, on fait un virage à gauche. On intercepte la radiale 264, donc de Barquay, jusqu'à Bussard. En ce qui concerne les restrictions d'altitude, à 5 DME de Barquay, avant l'atteinte Barquay, on doit être à 3000 pieds, donc c'est ici. Ensuite, à 2 DME de Barquay, 4000 pieds, c'est ici. Ensuite, 5 DME de Barquay en éloignement, 4000 pieds, et Bussard, 4000 pieds. Donc tout est là, briefing terminé. Donc là, ce serait le moment parfait pour recevoir la load sheet. Donc on a le réflexe de démarrer l'APU dès que la load sheet arrive. Et avant que j'oublie, je vais faire un GPWS test. Donc pour ce faire, on appuie simplement environ 10 secondes sur ce bouton-là. Et on regarde ensuite les indications qu'on a sur le PFD et le ND. Wind shear, wind shear, wind shear, terrain, terrain, pull up. Sink rate, pull up. Terrain, pull up. Don't sink, don't sink. Too low, terrain. Too low, gear. Too low, flaps. Too low, terrain. Glide slow. Bank angle, bank angle. Minimums. 500, 400, 300, 200, 100, 50, 40, 30, 20, 10. Wind shear, wind shear, wind shear. Too low, terrain. Caution, terrain. Terrain, terrain. Pull up. Donc voilà, test concluant. Ensuite, je vais mettre mes générateurs APU sur les bus. Je vais compter 1 minute. Donc ça, c'est Boeing qui recommande de faire ça. Entre le moment où j'ai la lumière APU G9 bus, qui est cette lumière-là, faut compter 1 minute avant de mettre l'APU bleed pour simplement préserver la durée de vie de l'APU. Donc, avant que j'oublie, comme on a l'APU sur les bus, je vais simplement déconnecter tout ce qui est ground connection, comme ça évitera que je me fasse engueuler par GSX. Voilà. Je vais aussi en profiter pour c'était la même chose côté commandant, c'est un détail, mais bon, voilà, comme ça c'est fait. Et donc voilà, on peut passer donc aux performances. Donc là, la magie de la simulation fait que le zero fuel weight et le gross weight ce soit donc les bons pour le décollage. Donc zero fuel weight 57,5, gross weight 62,7. Je passe sur la page Général limite. Top 4 me dit que je peux faire un D-rate à 22K avec une température assumée de 40. Donc voilà, c'est deux manières différentes de réduire la poussée. Donc ça fait la même chose, ça réduit la poussée, mais il y a quand même des différences qui s'expliquent. Mais voilà, on est déjà à 38 minutes de vidéo, donc je vais garder ça encore une fois pour une prochaine fois. Taprim, on peut le mettre ici. Et ensuite, level speed. Donc top 4 me dit la même chose à un nœud près. Donc je peux accepter les vitesses du FMC. Donc 143 en V2 et 5,46 pour le stab trim. Voilà. La minute est passée, donc je peux mettre l'APU bleed. Et donc j'ai une lumière dual bleed ici, donc inévitablement le master caution que je peux annuler. Alors petite explication de la lumière dual bleed, c'est assez facile. Cette lumière là veut dire simplement que je peux, excusez-moi du mot anglais mais je connais vraiment pas le mot français,
Ça veut dire qu'on peut back pressurer. C'est vraiment du franglais, hein, mais voilà. Back pressure, je sais pas si. Voilà, j'imagine que tu comprends à peu près le concept. L'APU. Pourquoi? Parce que, admettons, l'engine bleed valve, donc c'est par cette valve-là que l'air qui est prélevé du moteur arrive pour aller jusqu'au pack. Donc le pack étant responsable d'amener l'air à bonne température pour l'air conditionné en cabine. Cet air qui est prélevé là, admettons qu'on a un thrust setting qui est relativement important, il y a risque, dans le cas où cette valve-là est ouverte aussi, donc la valve APU bleed, il y a risque que l'air qui provient du moteur passe donc dans ce tuyau, si je peux dire ça comme ça, pour arriver à l'APU. Donc potentiel risque d'endommagement, évidemment. Et ça, donc cette lumière-là, donc c'est ça qu'elle veut dire. Et elle veut aussi dire que tu as ce switch-là qui soit sur on, donc l'engine bleed 2 qui soit sur on, l'isolation valve sur open et l'APU bleed sur on. Pourquoi? Parce que tu vois que sur le schéma, l'air qui part du moteur numéro 2 peut passer par l'isolation valve, ensuite descendre ici et venir dans l'APU. Voilà tout pour la lumière dual bleed. Donc voilà, donc les perfos sont faites, tout va bien. V2 c'est rentré, donc on a dit 143 pas 144. Le stab trim est rentré, donc ce serait le moment parfait donc, pour le commandant de faire donc de souhaiter la bienvenue aux passagers, etc. On vérifierait aussi que toutes les fenêtres cockpit et portes soient bien fermées, toutes les portes fermées, et donc on peut commencer la safety inspection et before start checklist. Donc, safety inspection checklist. Surfaces and chocks checked. Maintenance status checked. Battery is on. Electric hydraulic pumps on. Landing gear lever down. Chips library checked. Safety inspection checklist complete. Before start checklist. Phones off. Arse mode selectors. Nav. Gear pins removed. Light test checked. Oxygen tested 100%. Yaw damper is on. Nav transfer and display switches normal and auto. Fuel 5.1 required, and on a 5.1 on board, 4 pumps on. Cab util IFE on, emergency exit lights, armed passenger signs on, window heat on, hydraulics normal. Aircon and press, Pax Auto bleeds on, set, personalization mode selector, auto. Instruments cross-checked, auto brake, RTO, speed brake, down detent, donc on recheck encore une fois le take-off config. Donc on a dit speed brakes, down detent, parking brake, set, stop trim cutout switches, normal, wheel welfare warning, checked, radios radar transponder, set and standby, radar neuron trims, 3 and 0, take-off briefing, discussed, PA, complete, FMC CDU, set, N1IS bugs, auto, 22K, 86.8, 138, 139, 143, set. Stab trim 5.46 unit set. EFB airplane mode stowed. Flight deck windows cockpit door locked and doors closed. Before start checklist down to a line complete. Maintenant que la checklist est terminée, donc on demanderait le pushback, le start-up donc au contrôle, et on va donc faire appel à notre fidèle GSX pour nous faire tout ça. Donc pushback vers la gauche. Voilà. Et dès qu'on est clear for push and start par l'ATC, donc les pompes hydrauliques A sur off, les packs sur off, anti-collision light sur on, le parking brake il est seté, donc master caution hydraulique low pressure, ce qui est normal, et le transpondeur sur alt off. Et ensuite on ferait la checklist donc below the line, A pumps off, aircon packs off, anti-collision lights on, parking brake set, and transponder out. Before start checklist complete. Alors pour le pushback, un petit truc qui peut être sympa, c'est d'avoir le bon timing, parce qu'il faut savoir qu'en vrai, on ne peut pas commencer à setter l'overhead tant qu'on n'a pas en vue le mec au sol qui tient ce qu'on appelle le safety pin. Le safety pin, c'est l'espèce de barre qu'on met dans le train avant pour isoler le circuit hydraulique A de la nose wheel.
Et en fait, tant qu'on voit pas ce mec-là, on ne touche à rien dans le cockpit parce que c'est crucial d'avoir ce safety pin en vue. Et donc, euh, l'idéal, c'est de pouvoir démarrer, donc de finir de démarrer le moteur 2 au moment de mettre le parking brake, comme demandé par le personnel au sol, et ensuite de démarrer le moteur 1. Ce qui fait qu'au moment où le moteur 1 a fini de démarrer, donc je vais d'abord démarrer le moteur 2, au moment où le moteur 1 a fini de démarrer, le gars nous fait le signe, il part, et on peut directement commencer à setter l'overhead. Et ça minimise donc le temps au sol avec deux moteurs qui tournent pour absolument rien. Donc voilà, démarrage du moteur 2, j'ai démarré le chrono, je vérifie N2, N1 et la pression d'huile qui augmente. À 25% N2, je mets mon start cover sur idle. Là, starter cutout. On monitor le numéro 2 qui est stable et je peux maintenant démarrer le numéro 1. Je reset mon chrono. Donc, comme pour le premier, hein, donc N1, pardon, N2, N1, pression d'huile qui augmente. Et à 25% N2, je vais mettre le carburant. Donc le start lever sur idle. Voilà, moteur 2 qui termine de démarrer. Donc, on monitor le moteur 1. Il est stable. J'ai le signe du Gugus. Donc, les deux moteurs sont stables. J'ai le signe. Il se tire. Et donc, je peux commencer donc, à setter mon overhead. Voilà. All check. Je mets mes volets sur 5. Je teste mes commandes de vol. Donc, gauche, droite, up and down. Et les ruders left and right. Et voilà. J'éteins le lower DU, donc ça c'est voilà, pour minimiser la quantité d'informations dans le cockpit, surtout que ça ne nous sert pas à grand chose. Donc voilà, il est temps de faire une before taxi checklist. Donc, generators on, probeats on, anti-ice off, A-pumps on, aircon packs auto, bleeds on, isolation valve auto. Ensuite, on a start switches continuous, APU off, recall checked, flight controls checked, flaps 5 required, 5 selected, green light. Stab trim 5.46 required, 5.46 set, start levers, idle detent. Before taxi checklist complete. Et donc voilà, à ce moment-là, on monte le taxi, on bascule taxi lights et turn off light sur on, on vérifie qu'à droite on soit clear, qu'à gauche on soit clear, et on est parti. Donc voilà, je vais m'arrêter là par contre pour aujourd'hui, ça fait 49 minutes de vidéo déjà. Donc voilà, écoute, j'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as appris un certain nombre de choses que tu vas pouvoir réutiliser. En tout cas, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir. Si tu as des critiques, même si c'est des critiques constructives, il n'y a pas de souci. Si tu as des questions, c'est la même chose, n'hésite pas à les poser. Et si tu as des idées pour de futures vidéos, n'hésite pas non plus. J'essaierai donc de les faire dans la mesure du possible. Et donc voilà,
Tu peux mettre pouce bleu, partager, enfin tu sais comment ça marche, hein, je ne suis pas un expert là-dedans. Euh, et voilà tout. C'est tout pour moi. Merci d'être resté jusqu'à la fin et je te dis à très bientôt. Allez, salut!